Alors, du coup, j'invite Dominique Desclos. Ah non? Bon, on voulait vous faire une restitution sympa sous forme de théâtre forum. On n'a pas vraiment eu le temps. Donc, c'est tout bête. 3 défis. Dans l'atelier sur les ressources génétiques, comment réfléchir la coadaptation, la coévolution animale-végétale au niveau de la ferme ou au niveau du territoire? La question, c'est faut-il absolument des fermes polyculture élevage en bio? Voilà. Et finalement, de réflexion aussi sur est-ce qu'on peut faire que des grandes cultures en bio? Comment optimiser et gérer les différents niveaux de diversité? Donc là, 3 niveaux de diversité, intra-race ou intra-variété, intraspécifique et interspécifique, dont on a vraiment besoin en bio, avec toutes les questions autour de qu'est-ce qu'on fait avec les espèces qu'on connaît très mal, bon, qui sont sous-utilisées, mais finalement aussi des espèces sauvages. Faut-il les domestiquer? Faut-il où est-ce qu'on trouve les ressources génétiques? Enfin voilà, des questions autour de ça. Et enfin, la troisième grande partie, c'était tout ce qui était organisation, gouvernance et modèle économique des sélections pour la baie. Pourquoi des sélections? Parce que là, on voudrait être complètement en rupture. On n'est plus dans le modèle classique de la sélection qui est faite par l'entreprise semencière et pour l'agriculteur qui est en bout de chaîne. C'est comment on implique complètement les agriculteurs et tous les acteurs des filières dès les programmes de sélection. Et du coup, grosse réflexion sur quel modèle économique, quelle gouvernance. Voilà, merci. Vincent Béguet, avec l'obtention. Moi, je pense qu'il ne faut pas oublier dans les réflexions que les transitions envisagées font une réduction très forte de l'alimentation animale. Donc, on va manger beaucoup moins d'animaux. Donc, l'agriculture biologique, aujourd'hui, les systèmes fonctionnent avec des animaux. Donc, si on passe à une échelle à plus de 50%, comment on fait? Parce que je pense qu'il y a des zones où on pourra faire que de l'élevage. De toute façon, le Massif central, ça restera une zone d'élevage. Donc, si on doit mettre des animaux partout, qui va les manger? Augmenter les rendements et la multiperformance de la baie. Alors, beaucoup de discussions, plein de post-it partout. Voilà. Pas assez de temps pour tout faire. Donc, on a identifié 3 défis prioritaires, mais en fait, à la base, on en avait 5. Alors, on a suivi les consignes des chefs et ils nous ont dit pas plus de 3. Donc, on a voté de manière démocratique les 149.3 pour les défis. Donc, les 3 qu'on vous propose sont sur la diapo. Donc, le premier, c'est comment quantifier et caractériser les multiperformances selon les échelles spatiales, temporelles et organisationnelles et les objectifs des systèmes. Quels outils métriques et indicateurs à bas coût mobiliser et développer? Deuxième, alors celui-là, il a été unanimement plébiscité par les participants à l'atelier. Le deuxième, c'est identifier les niveaux et les structures organisationnelles pour faciliter les multiperformances. Comment prendre en compte la combinaison des productions animales, végétales et à visée alimentaire ou non alimentaire et à quelle échelle. Troisième défi, comment valoriser au mieux les produits et coproduits variables issus de l'agriculture biologique, en particulier avec l'idée de limiter les pertes et gaspillages, et donc quelles organisations et quelles filières créées pour cela, quels débouchés alternatifs et bien valorisés pour éviter les pertes et les gaspillages de production. Pour ceux que ça intéresse, il y a un diapo avec les 2 autres défis qui est derrière, mais je ne vous la montrerai pas. Merci. Oui, Stéphane Ingrand, c'est juste que pour moi, le défi 1 et le défi 2 sont pareils. Vous auriez pu non? C'est pas les mêmes? Non, le défi 1 est franchement méthodologique. C'est la définition des multiperformances et les outils pour la mesurer. Donc, c'est des concepts et des méthodes. Le défi 2, c'est plus dans l'organisation et du déploiement en fait à différents types d'échelles. Donc, pour nous, c'était des choses qui étaient quand même bien distinctes, avec des compétences à mobiliser qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais ça se discute. Alors, nous, on a opté pour 2 défis raisonnables. Mais en fait, dans chaque défi, on a mis 3 items.
C'est une ruse. Mais ça nous fait deux packages de défis. Défi 1, qui est plutôt comprendre et développer la résilience des filières bio, donc sous l'angle économique, c'est-à-dire de dire, mais s'il y a des problèmes économiques, des chocs surtout, des chocs qui peuvent être des chocs climatiques, des chocs inflation, des chocs économiques, il faut développer la résilience. Et pour cela, il faut travailler sur les organisations d'acteurs et sur la logistique, notamment sur les infrastructures, la mutualisation dans le cadre des territoires. Deuxième point, la diversification des débouchés et circuits de commercialisation. Alors ça, c'est un point qui va rejoindre d'ailleurs le point numéro 2 sur les circuits de commercialisation, c'est de dire qu'on peut valoriser les produits différemment, suivant, et notamment les produits bio différemment, suivant le choix stratégique des circuits de commercialisation. Et on pense que c'est un point important parce qu'il n'est pas assez développé dans la littérature, notamment de recherche. Alors, et le troisième point, qui est développé, mais peu dans le bio, contrat et partage du risque. Travailler sur le partage du risque, les déséquilibres et la contamination, et partage de la valeur au sein des filières agroalimentaires pour travailler dans le sens du commerce équitable. Défi numéro 2, alors là, on est plus conso. Là, on est complètement orienté. Le premier défi était orienté sur l'organisation des filières. Le deuxième défi est orienté sur les marchés, comprendre et développer les motivations de l'acheteur pour le bio. Premier point, accessibilité économique du bio, c'est-à-dire le rapport des prix. On a même défendu des hypothèses un peu hasardeuses sur l'égalité des prix entre le bio et le conventionnel, mais c'était quelque chose à travailler pour que le bio soit vraiment accessible. On veut dire qu'il faut travailler sur le delta de prix entre le bio et le conventionnel et les raisons de ce delta. Le coefficient alimentaire étant la part du revenu des ménages qui est dévoué à l'alimentation. Et on suppose que cette part de revenu des ménages engendre une augmentation de consentement à payer pour le bio, c'est-à-dire il n'y a pas uniquement le… Comment ? Non. Mais simple, le consentement à payer pour le bio, tout le monde comprend, ça veut dire être prêt à payer pour le bio, quoi. Mais ça peut dépendre de comportement. Tout à l'heure, il y avait une intervention qui nous parlait de la part de l'alimentaire. Eh bien, c'était le premier poste qui était contaminé, qui était influencé en période inflationniste. Eh bien, ça, il faut y travailler. Et curieusement, il y a peu de travaux là-dessus. Deuxième point, c'est la valorisation de la qualité dans ces différentes dimensions, donc tout ce qui concerne la différenciation des produits. Et la qualité dans ces différentes dimensions, ça veut dire la qualité organoleptique des produits, mais toutes les performances environnementales qui peuvent être et sanitaires qui peuvent être valorisées par les consommateurs de la fourche à la fourchette. Pourquoi ? Parce que cette valorisation, elle peut être au niveau du consommateur, mais elle peut être aussi au niveau de tous les intermédiaires. Et peut-être que ce n'est pas la même valorisation qui se fait entre les intermédiaires, les distributeurs et les consommateurs. Et là, il peut y avoir des conflits qui sont peu analysés. Voilà. Donc, trois défis sur les questions de politique publique. Donc, le premier, un travail sur l'évaluation on jargonne, ex ante, ex post, donc avant que la politique soit mise en œuvre, et une fois qu'elle est mise en œuvre, on évalue ses impacts, avec un travail aussi sur la conception. Donc, ça rentre vraiment dans les questions d'analyse de politique publique, de mise en débat des enjeux. Et la question ici, elle est bien de travailler sur ce qui a été fait pendant 15 ans, évaluer leur impact, évaluer comment elles ont été construites, évaluer leur impact pour préparer demain et pour voir quel a été l'impact des politiques mises en œuvre sur le développement de l'AB pour pouvoir après travailler sur des mesures pour le futur. Deuxième enjeu, il y a eu toute une réflexion autour des outils de politique publique pour le développement. Donc là, c'est vraiment rentrer dans la conception d'outils pour le soutien au développement de l'agriculture biologique, avec des réflexions sur les paiements pour services environnementaux qui vont jusqu'aux paiements pour services environnementaux et sociaux. La prise en compte des coûts évités. Comment est-ce qu'on fait ça pour trouver des sources de financement? Comment on prend la prise en compte du risque? Donc ça, c'est un truc qui est aussi dans l'atelier précédent. Mais là, nous, il était sous l'angle les politiques publiques pour
soutenir à la conversion et à l'agriculture biologique, qui prennent un risque. Et donc, quelle politique d'assurance, comment ça marche? Donc, c'est vraiment travailler toute une boîte à outils innovante autour des outils de politique publique pour le changement. Et puis, un troisième défi qui est des questions d'articulation de politique avec des enjeux transversaux. L'idée, vous avez bien vu tout à l'heure dans mon débat, c'était de dire il y a les politiques agricoles, les politiques alimentaires, mais on a rajouté les politiques énergétiques, les politiques de l'eau, les politiques environnementales. Enfin, tout ça, ça intervient sur le développement de l'agriculture biologique. Donc, il y a des enjeux transversaux et donc avec des questions spatiales d'organisation dans l'espace et d'organisation dans le temps. Et donc, il est important de réfléchir à comment on articule pour une bonne efficacité de l'ensemble de ces politiques, en dealant aussi avec les questions de trade-off, comment est-ce qu'elles peuvent venir même se contrarier. Et puis, on a rajouté une petite couche, il nous faudrait une comparaison européenne et internationale. Mais ça va aussi, c'était sur le point 1, je pense qu'on s'est fait une erreur dans la diapo en la refaisant, c'est que sur l'évaluation des politiques publiques, les comparaisons européennes et internationales, elle était sur la première partie, mais c'est pas grave. Donc, sur la première, il y a bien une importance parce qu'on a quand même un vrai déficit de connaissances sur ce qui se passe au niveau européen et au niveau international. Sur le défi 2, vous êtes très orienté production, le côté consommateur. Très, très bonne question. C'était notre 4e défi. Et donc, c'est là que je leur ai dit, non, mais Eric, il va parler de la consommation. Et clairement, il faut rajouter dans la partie je pense qu'il faudra rajouter la partie politique publique sur la table, comportement du consommateur et demande. Clairement. Oui, oui. Si tu veux, on nous a dit 3. Donc, il y a des petits malins qui ont dit, non, mais au 4, on n'a qu'à laisser. J'ai dit non. Tu veux faire tout de suite, t'enchaînes? Ouais. Moi, je fais le bazar. Ouais. Oui. Sur le fait que c'est resté au niveau national, européen, etc. Et apparemment pas de prise en compte de tout ce qui est fait au niveau local, régional, etc. Si, c'est dans la partie espace-temps. Ah, d'accord. Voilà. Je ne l'avais pas vu. Hein. Voilà, c'est dans la partie espace et temps avec l'articulation région, État, État et Europe. D'accord. Nadia Carluer, INRAE Lyon-Villeurbanne, unité Riverley. Et donc, on a travaillé sur la gestion quantitative de l'eau et identifié 5 défis, on n'en a gardé que 3. Donc, le premier qui remportait quasi tous les suffrages était de caractériser les différents systèmes de culture, à la fois en termes de besoins en eau et de quantité d'eau utilisée dans différents contextes pédoclimatiques, puisqu'on a vraiment un déficit de connaissances sur les pratiques qui peuvent être spécifiques en agriculture biologique. Avec un sous-défi qui était d'identifier les pratiques innovantes, mais donc sur lesquelles on a encore moins de recul, mais qui paraît intéressant aussi, mais qui n'est pas complètement inclus dans ce défi. Le deuxième était de comprendre les enjeux de pouvoir autour du partage de la ressource en eau, surtout sur les territoires où il y a des tensions sur la ressource en eau qui se multiplient, et d'identifier les impacts qu'aurait une priorisation de l'agriculture biologique au regard des enjeux économiques, notamment qu'est-ce qui se passe sur un bassin très céréalier si on donne, qui exporte des céréales et contribue à une bonne balance économique si on donne un accès favorisé à l'agriculture biologique sur le territoire avec moins de céréales. Et quels sont les impacts aussi du partage du risque tout au long de la chaîne de valeur si on ne met pas l'accent sur le rendement, mais plus sur le fait d'avoir une agriculture plus résiliente au fil des années, comment partager le risque entre les différents acteurs. Et enfin, un défi qui paraissait relativement englobant, d'être capable de modéliser et de simuler l'impact du déploiement de l'agriculture biologique sur le cycle de l'eau, à la fois en quantité, en qualité, à l'échelle du bassin versant et en contexte de changement climatique. Est-ce que si on passe à une agriculture biologique majoritaire sur un bassin versant, avec à la fois des pratiques
d'agriculture biologique à l'échelle de la parcelle, la mise en place d'infrastructures agroécologiques. Est-ce que c'est positif ou pas sur la ressource en eau au niveau quantitatif, sachant qu'on peut considérer que ça l'est au niveau qualitatif. Et un point qui est revenu assez souvent, c'est est-ce que, plutôt dans le deuxième défi, est-ce que, compte tenu du fait que l'agriculture biologique a des impacts positifs sur la qualité de l'eau, est-ce qu'il y a moyen de favoriser l'accès aussi à la ressource quantitative pour l'agriculture biologique? Voilà. Mais ce dernier point, c'est un défi scientifique ou c'est à qui tu t'adresses en fait quand tu poses cette question? Oh, non, c'est pas un défi scientifique, c'est plus un défi des politiques publiques. Mais le défi scientifique, il est plus, à mon avis, d'être capable de caractériser l'impact qu'a vraiment l'agriculture biologique à l'échelle d'un bassin versant pour justifier le fait de le favoriser. J'avais une question plus par rapport à la formulation de l'atelier. Pourquoi dissocier la gestion quantitative de qualitative? Enfin, moi, je trouve ça bizarre parce que si on a la quantité mais qu'on n'a pas la qualité. Parce que l'hypothèse est que l'agriculture biologique est plutôt favorable à la qualité de l'eau et qu'il y a déjà eu des travaux là-dessus. Et que là, il y a des questions qui montent sur la gestion quantitative dans les groupements d'agriculteurs bio et qu'on ne sait pas très bien comment y répondre, ni même s'il y a une spécificité en fait. Mais ouais, ce que complète Isabelle, c'est de dire les deux sont étroitement liés. Et je pense que le troisième défi derrière impact, c'est impact sur la qualité de l'eau en fait. Mais c'est vrai que c'était une intention de cibler pour ce travail en atelier sur la gestion quantitative sur laquelle on a assez peu de recul, voire aucune référence en fait sur la bio en tant que telle. Donc, nous, on a travaillé sur le continuum sol-plante-animal. Donc, déjà, merci à notre groupe. Il y a eu on a eu beaucoup de choses et du coup, on a dû synthétiser un peu rapidement à la fin. Mais voilà, c'était très riche. Au niveau des 3 défis qu'on a identifiés, donc le premier, ça consiste à comment organiser un continuum à l'échelle territoriale en fonction du potentiel de celui-ci et des compromis acceptables. Donc, sous-jacent à ça, il y a quand même plusieurs points. Déjà, il y a la définition du continuum. Il y a aussi la définition de quelle est l'échelle territoriale qu'on choisit pour travailler. Et puis, voilà, en fonction aussi des compromis qu'on accepte ou pas sur notre territoire. Donc, les compromis peuvent être de différents types, au niveau écologique, au niveau production. Enfin, il y a pas mal de choses différentes à intégrer dans ce terme-là. Donc, on a voulu être assez générique, mais en fait, ce premier défi, il est très large et il encadre beaucoup de choses. Donc, voilà, il y a eu beaucoup de discussions. On a essayé de faire quelque chose d'assez synthétique, mais presque chaque terme de ce défi doivent être questionnés avant de pouvoir vraiment y répondre. Dans une deuxième partie, il y a le fait d'avoir un continuum, donc le fait de réintégrer l'homme dans le système. Donc, il y a plusieurs groupes qui ont souligné le fait que dans le fait de dire continuum, sol, plante, animal, il manquait l'homme, et donc il fallait le rajouter dans le système pour pouvoir le boucler. Et il y a aussi, sous-jacent à ça, comment les agriculteurs et les chercheurs du monde de la bio vivent ce continuum et comment ils l'intègrent dans leur réflexion et dans leur recherche. Donc, on l'a évoqué déjà aujourd'hui, le fait d'avoir beaucoup spécialisé nos champs de recherche. Et donc, aujourd'hui, l'idée serait peut-être de voir comment on se réapproprie ce type de continuum en intégrant la globalité de ces différentes parties et pas en scindant entre production animale, production végétale, etc. Et j'ai oublié, dans la première partie, il y avait un gros enjeu sur comment on organise à l'échelle d'un territoire. La grosse partie de la question de la place de l'élevage et la place des cultures et quel compromis aussi on choisit entre élevage et culture à l'échelle d'un territoire pour répondre à un certain besoin de production. Voilà, et donc... Il y a quelqu'un qui parle en même temps ? C'était un GPS. Ah, ok. Ok. Et enfin, donc, le dernier défi, il découle aussi un peu du premier, mais c'est quelque chose qui est beaucoup revenu, et donc on a voulu le souligner, c'est comment on valorise des ressources
non conventionnels. Donc non conventionnels, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément valorisés aujourd'hui en agriculture biologique pour améliorer ce continuum sol-plante-animal. Donc là-dedans, il y avait pas mal d'éléments. Il y avait les éléments liés à tous les effluents liés aux humains, mais aussi d'autres types de matières organiques ou fertilisantes qui ne sont pas utilisées aujourd'hui ou pas assez valorisées. Voilà. Si jamais les membres de mon groupe veulent compléter, n'hésite pas. Oui, merci. Et du coup, c'était juste pour faire une petite remarque, c'était sur ce fait de l'histoire de remettre l'homme dans le système. On a aussi parlé du fait de remettre la femme dans le système, parce que du coup, là, il y a aussi des femmes qui vont avec. Et en fait, dans notre sous-groupe, on a insisté sur le fait qu'il y a de l'importance à changer de culture et de vision autour de l'agriculture. Et le fait que les questions de genre sont importantes aussi dans cette dimension-là. Donc, c'est pas seulement l'homme, c'est l'humain. Voilà, donc on a eu une discussion assez riche dans l'atelier 3, donc sur les liens de la production à la consommation. On a identifié 2 défis scientifiques. Le premier, c'est penser et concevoir l'agriculture biologique de demain dans un continuum production, transformation, distribution, consommation, dans un contexte de transition alimentaire ou de changement climatique. Autrement dit, vers un système bio plus pour continuer à se démarquer du conventionnel. Donc, ça implique pas mal de choses, notamment conserver la qualité tout au long du processus de production, transformation, distribution, en particulier la qualité nutritionnelle ou le goût des produits. Conserver la diversité de la production aux états de transformation, c'est-à-dire, par essence, les productions biologiques sont plus variables au niveau de la production agricole primaire, on va dire, et donc, la transformation souvent réduit ces différences et en fait, l'idée, c'est de les valoriser et de les maintenir et de les valoriser. Favoriser une transformation vertueuse. Repenser un système de transformation dans un contexte de transition, donc changement climatique, en particulier, par exemple, les consommations énergétiques liées aux étapes de transformation des produits. Et donc, on a aussi discuté sur le fait que le lien production-transformation-consommation est un élément fort du bio, mais ça nécessite d'être vérifié ou revérifié auprès des consommateurs ou des producteurs et finalement de l'ensemble des porteurs d'enjeux. Et puis, le second défi, donc, quel modèle organisationnel mettre en place au niveau des territoires pour favoriser la production et la consommation biologique? Donc, en fait, on s'est dit, quand on augmente les flux et les volumes, quel changement de qualité intrinsèque des produits ça peut induire, donc sensoriel, nutritionnel, par exemple, ou d'impacts environnementaux ou d'autres changements au niveau de la production et des produits. Comment repenser les liens logistiques entre producteurs et transformateurs en particulier, avec notamment les outils de stockage ou de première transformation que ça implique. Quel changement d'organisation et de gouvernance, soit au sein des acteurs, soit sur leurs relations entre eux. Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir? Donc, est-ce qu'on peut faire des concessions sociales, environnementales, économiques, de qualité des produits? Donc, globalement, c'était non, mais voilà, est-ce qu'il y a une marge de manœuvre là-dessus? Comment favoriser la circularité et comment valoriser les coproduits, donc tout ça dans les relativement modèles organisationnels à mettre en place au long de la chaîne. Après, bon, on a un tout petit élément, on l'a pas eu en défi scientifique, mais ça rejoignait les questions du groupe filière et marché aussi. C'était comment regagner la confiance du consommateur et lui fournir un produit qui répond à ses attentes. Donc, quel mode de production et de transformation adapté? Et on a aussi évoqué la transparence au long de la chaîne, mais également l'authentification des produits biologiques. C'est une question c'est un point qui est sorti ce matin dans les exposés. Voilà. On a laissé que 2 défis. Un troisième, il est plutôt pour alimenter peut-être les autres défis qui ont été déjà identifiés par les collègues. Sur cet atelier, je me doute, on prévoit 2 heures en espérant que ça suffise, plus une pause, donc 2h30. On prévoit 3 animateurs en espérant que ça va suffire. Et bon, je soupçonne les frustrations qu'il peut y avoir, puisque beaucoup d'entre vous ont eu des difficultés soit à synthétiser, soit ont eu le besoin de préciser qu'il y avait énormément de post-it et d'idées derrière chacun de ces défis-là. Et malheureusement, on s'est pas organisé non plus pour rendre compte de l'ensemble de vos échanges. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison en réalité, et oh là là, je fais une très belle transition avec ma journée de demain, puisque en fait, c'est vous la mémoire de ce qui s'est passé et de ce qui s'est dit cet après-midi.
Et le temps qui s'est passé très vite là cet après-midi, il va aussi se prolonger et il va, j'espère, voilà, faire germer des actions communes entre vous et c'est vraiment notre intention que ça soit dans le cadre de Métabio ou ailleurs. En fait. Le changement d'échelle, il se passe là aussi.